Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Maryse Bonenfant qui vient nous parler du programme Myéline. Plus tard à l'émission, à l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question du gène criminel. Notre invité en début de deuxième demi sera Martin Binette qui vient nous parler de Entre les deux oreilles. Donc tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec King Melrose et la chanson s'intitule Tentation. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous renseigne sur la santé mentale depuis plus de 25 ans. Je m'entretiens maintenant avec mon invité Maryse Bonenfant. Bonjour Maryse. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es directrice technique du programme Myéline qu'on va apprendre à connaître à l'émission. On ne connaît pas du tout le programme. C'est quand même un nouveau projet, oui. Quelque chose d'emballant. Comment tu peux nous présenter ce programme-là, justement? Ben, l'idée de Myéline, c'était de favoriser la prise de décision libre et éclairée en santé mentale, en fournissant des informations qui sont fiables, qui sont faciles à appliquer, qui sont personnalisées à la situation de chacun. Principalement au niveau de l'autisme ou si ça couvre d'autres problématiques? Notre prototype est en autisme. En autisme, OK. Il va être étendu au reste de la santé mentale, oui. Probablement aspect par aspect. Quand tu parles d'avoir un choix éclairé, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que les gens, en général, actuellement, comment ça se passe? Les gens ont... Des proches, par exemple, voient quelqu'un dans leur entourage qui a un problème de santé mentale, vont lire des choses, vont lire des revues, vont lire sur Internet, vont s'en faire... ils vont parler à des médecins ou des gens qui sont des intervenants, mais qu'est-ce que c'est la différence en termes de... Statistiquement, les gens vont chercher sur Google, où est-ce qu'on sait qu'au moins 50% des sites n'ont pas les critères minimums requis pour s'assurer de la fiabilité de l'information. Et les autres sites sont généralement extrêmement complexes, même pour certains scientifiques à suivre. OK. Ou vont aller sur Facebook, où est-ce qu'on a à peu près 80% de l'information qu'on sait fausse en autisme, et qu'on sait que les parents ont été ciblés spécifiquement pour des traitements qu'on sait non fonctionnels, voire dangereux. OK. Donc, la différence, c'est qu'on utilise les informations de la science, mais on les pré-traite, on les évalue, on en extrait que ce qui est important, et ensuite, on peut répondre spécifiquement pour une personne, selon ses caractéristiques personnelles, quelles informations sont les plus pertinentes ou les plus probables que ça fonctionne pour eux. Et ciblé selon comme j'avais vu votre vidéo promotionnelle où vous parlez, par exemple, un enfant de tel âge qui a une problématique d'autisme, par exemple. Donc, ça va vraiment cibler beaucoup plus précisément pour les besoins de la personne. Et même jusqu'à l'objectif de l'intervention ou les défis à aller rejoindre, à atteindre ou... Et même les caractéristiques parfois des parents. On veut inclure les données sociodémographiques pour pouvoir dire, tel programme d'intervention coûte extrêmement cher. Peut-être, si on a de faibles revenus, commencer par des choses plus accessibles, puis voir si ça marche ça. Mais ça demande un travail inouï, là, parce que là, vous faites un prototype basé sur l'autisme, mais comment vous fonctionnez? C'est quand même pas de la recherche à la pièce, puis là, vous allez corriger tout ça. Comment ça fonctionne? En fait, on utilise le potentiel de traitement de l'information, l'intelligence artificielle. Donc, c'est une intelligence artificielle qui va aller chercher dans la littérature scientifique les données, qui va aller l'extraire, qui va évaluer ce que ça vaut, parce que c'est pas toutes les études qui sont le même niveau de fiabilité ou de rigueur. Et de là, va faire une représentation actuelle des connaissances qui peut contenir par conséquent énormément de données, qui est toujours compréhensible pour l'intelligence artificielle, même si nous, parfois, ça commence à être beaucoup trop de données à traiter par nous-mêmes, d'où le potentiel, justement, de ce genre de technologie. Et de là, à partir de l'expérience des utilisateurs, à partir de leur connaissance, leur expertise, qu'est-ce qui marche pour eux ou non, on peut venir donner des solutions très précises, très pointues. OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire, intelligence artificielle? On entend souvent ça, mais c'est un peu le champ d'expertise que tu as et que tes collègues probablement ont. Oui, en fait, c'est très large. Ça peut aller de la représentation de la connaissance jusqu'à certains modèles plus complexes d'apprentissage profond ou simple. Et en gros, l'idée, c'est toujours que la machine est faite pour traiter de grosses données. Et c'est des modèles fondés sur les probabilités.
Alors que l'humain, souvent, va fonctionner un peu plus de façon prototypique et ne peut pas traiter autant de données. Ça va traiter ces données personnelles de façon extrêmement précise, mais ça ne peut pas traiter toutes les connaissances actuellement publiées. C'est juste impossible. C'est 3000 articles par jour en psychologie qui est publié dans une seule source, dans une seule langue. Et tout ce qui a été publié auparavant, parce qu'il y a de la bonne information à travers l'information qui est moins bonne. À travers les années, à travers les différentes sources, à travers les différentes langues ou les domaines. Il y a énormément de données, mais ça, on croit dans Myéline qu'une équipe de gens ne peuvent plus suivre actuellement. Oui. Donc, notre idée, c'est vraiment d'utiliser les puissances de calcul actuelles et pour traiter les données massives, justement. Ouais. Et on se base sur 2 systèmes. Donc, l'intelligence artificielle est généralement très basée sur les probabilités. Et on va utiliser un système logique en représentation des connaissances et raisonnements, donc qui, lui, va nous assurer de toujours avoir la même réponse et pouvoir nous dire pourquoi. Ouais. Et les deux ensemble viennent combler les manques l'un de l'autre. Qui a eu, comment c'est commencé cette idée de fou-là? Fou dans le bon sens, là, parce que à regarder ça comme ça, la façon que tu nous en parles, ça semble être énorme comme projet, puis c'est certainement un projet à grand déploiement. Là. Oui, c'est un long terme aussi, mais en même temps, tu sembles très, très décidé, puis c'est très clair l'idée où vous voulez aller, mais ça part d'où le projet? En fait, un collègue et moi, on travaillait pour Unipsed, qui est une base de données en ligne d'information, qui avait pour but de recueillir tout ce qui existe. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait même pas recueillir tout ce qui existe, ni même l'évaluer manuellement. Sur un sujet, là, on choisit un sujet puis on essaie. On ne pouvait pas. On peut pas, ouais. La base de données actuellement d'Unipsed était en psychoéducation et juste ça, on ne pouvait pas tout réunir et rendre accessible l'information parce que la première chose que les intervenants nous disaient, c'est mignon que vous ayez tout repéré, mais moi, ça me donne quand même 15 articles. C'est lequel que je dois lire? J'ai 10 minutes avant de voir mon jeune. C'est ça. Donc, on a préféré opter pour une... on s'est aligné plus sur, au lieu du document, on va aller vers l'information qu'ils contiennent, faire des synthèses, en extraire les données brutes et rendre ça accessible. Dans le fond, on s'est rendu compte que les gens n'ont pas besoin de grands textes, ils ont besoin d'une réponse. Oui, c'est ça. Et d'aller chercher la matière, l'essentiel de chaque texte, c'est ça. Mais ça, on peut le pré-traiter pour le rediffuser. Donc, de là vient l'idée. Et probablement qu'une fois que ça va être installé, là, ça va être plus facile de mettre à jour, mais c'est de partir la roue, si on veut, hein, c'est ça? C'est vraiment de partir la roue qui est le plus complexe parce qu'il faut que tu développes tous les algorithmes, toute la structure informatique et informationnelle et la méthodologie scientifique qui est derrière, mais aussi d'accessibilité, d'expérience utilisateur sur notre site, de design et tout ça, pour faire de quoi de digeste, agréable, utile. Donc, ce projet-là, est-ce que c'est innovateur au monde ou est-ce qu'il y a des essais qui se sont faits ailleurs dans ce genre-là? Comme on le fait, il n'y en a pas. Il y a on se base sur plusieurs technologies, en fait. Celles des ontologies sont plus utilisées en génétique. Et celles de l'intelligence artificielle, c'est plus utilisé sur des images actuellement. Nous, en venant combler les deux, et particulièrement en santé mentale ou dans tout le bien-être psychosocial, c'est pas fait actuellement. Non. La santé, cancérologie et compagnie est beaucoup plus avancée que le domaine psychosocial. Donc ça, en soi, c'est unique. Le mélange des technologies, l'angle scientifique, mais utilisateur, se rendre aux utilisateurs. Et le bien-être psychosocial n'est pas très développé. C'est un peu de parent pauvre, la santé mentale, autant au niveau de l'aide financière aux organisations, aux organismes, ça, c'est difficile, mais en plus, tout ce qui compte, tout ce qui est alentour. Là. Le soutien aux parents est presque absent parfois, ou à coût astronomique pour des raisons purement gouvernementale, de volonté sociale. Il y a tous les préjugés encore qui existent. Il y a beaucoup moins de recherches, en fait, dans le bien-être psychosocial qu'en santé actuellement de financer. Donc, même là, on a moins d'informations à traiter, mais on n'y arrive déjà pas à la traiter. Donc, pour nous, c'était capital de commencer par ça. Et quand on sait que, ce qu'on perd comme temps, des fois, ça peut pas être rattrapé, surtout quand on parle de l'autisme. Les jeunes, s'ils sont pas tout de suite pris en charge jeunes, et on sait quoi faire, et les parents savent quoi faire, c'est ça, c'est du temps perdu un peu. En fait, particulièrement dans le cas de l'autisme, souvent, c'est pas facilement réparable. Par exemple, une enfant plus jeune, plus on les prend jeunes, plus on a des chances de pouvoir les faire les rendre autonomes, les faire évoluer le plus loin possible. Mais plus on les prend tard, plus à un moment donné, c'est pas que c'est plus rattrape. C'est que ces 2 années-là étaient cruciales souvent, surtout au jeune âge. Et donc, il y a des choses qu'on ne pourra pas rattraper avec le temps. Même en travaillant très, très fort, il y a des choses qui
il y avait un momentum qui allait passer. Ouais. On peut continuer d'évoluer pareil et reprendre plus tard, mais c'est un 2 ans que tu peux pas récupérer. Et souvent, surtout dans le cas des parents, quand ils apprennent que leur enfant est autiste, c'est la panique, ils veulent savoir comment les aider, ils veulent savoir quoi faire. Et là revient toute la question de la désinformation sur Internet et des gens qui prennent des traitements qui ne fonctionnent pas, voire qui sont dangereux. Et parfois, ça a des conséquences graves sur l'enfant. On pense au temps des parents, on pense à l'énergie, on pense à la confiance dans le système. Et on pense aussi à certains traitements qui vont avoir des séquelles graves, qui peuvent traumatiser l'enfant, qui peuvent atteindre à sa sécurité, qui peuvent tout simplement, en fait, parfois, ça l'a causé des décès même. Oui, exactement. Qu'est-ce que le projet a quand même démarré il y a un certain temps, mais officiellement, ça a été plus démarré comme un start-up, je pense, au mois d'août ou à l'automne 2017, ça fait pas si longtemps. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont découragé ou est-ce que c'est, on l'a dit tantôt, c'est un gros projet puis ça prend quand même un focus qui est très fort, mais est-ce que tu vois ça comme quand même positif jusqu'à date? Ben en fait, ironiquement, c'est pas le projet qui m'a découragée, c'est de continuer d'étudier à côté. Ah, OK. Ça a été plus difficile à continuer de vouloir étudier, d'investir du temps là-dedans, alors qu'il y a ce projet-là, qu'on voit tout le potentiel, qu'on voit toutes les choses à faire, puis qui est en fait passionnant à nos yeux. Parce que tu es toujours étudiante pendant que tu mènes ça en même temps de front, là, les deux, en fait. Tu as cette entreprise-là qui démarre et puis tu as les études dans le même domaine, j'imagine. À peu près, oui. À peu près, c'est ça. Mes domaines à l'origine sont en sciences de l'information. Donc, comment avoir une architecture, des données, des connaissances, transférer les connaissances, justement, mais aussi gérer les données. Puis, donc, c'est assez étonnant aussi qu'avec Internet, que tu sais, au départ, c'était petit Internet, puis la recherche se faisait, c'était assez... mais ça a explosé, puis là, on a comme perdu le contrôle, finalement, puis c'est un peu ça que tu proposes, de ramener le contrôle, puis dans un domaine qui va avoir un effet vraiment bénéfique sur la santé mentale. En fait, l'idée, c'est d'avoir un impact social concret. Ouais. Et la raison pour laquelle on a décidé de partir beaucoup par prototype, puis on améliore sur le tas, c'est pour être... plus rapidement accessible aux gens, plus rapidement avoir cet impact. Puisque c'est ce qu'on visait, c'est pas... En réalité, Internet a plus ou moins dérapé par rapport à ce que ses créateurs voulaient. Oui. Ce qui a beaucoup dérapé, c'est par exemple les maisons d'édition qui chargent une fortune pour accéder à leur revue, mais qui chargent aussi souvent les auteurs pour publier dans leur revue. Et ça, nous, on trouve ça absurde que la connaissance actuelle soit réservée à certains privilégiés. Notre objectif, donc, c'est d'aller chercher ces connaissances-là. Démocratiser l'information. Oui, puis les rendre accessibles, puis les rendre utilisables par d'autres. Et c'est comme ça qu'on crée une plus grande richesse, de plus grande connaissance, de plus belle découverte. Oui. Il reste quelques secondes. Donc, Maryse, on s'attend à quoi? Est-ce qu'on peut chiffrer en termes de mois, d'années? À quand tu penses que ça va donner des résultats qui vont être concrets, qui vont pouvoir être utilisés par les gens? Je crois qu'une fois que le site web est lancé, il y a déjà des résultats concrets. C'est juste qu'ils ne sont pas totaux, tout n'est pas là, mais il y a déjà ce qui est là, est vrai et a été vérifié, c'est ça, dans le corps est là. Les informations essentielles sont présentes, ils ont été évaluées au début manuellement par notre comité scientifique, méthodologique et tout. Et donc, les os sont là. C'est ça, la base est là, puis ça va toujours s'améliorer finalement, c'est un peu ça. Toujours. Donc les gens vont avoir, en allant vers le futur, je pense que ça va être encore plus complet et tout ça. Là. Surtout que plus les gens nous donnent des rétroactions sur ça marche pas moi, ça marche pas pour moi. J'ai pas compris telle chose dans le texte. Ça vient s'ajouter, ça vient s'ajouter, ça c'est notre grosse volonté. C'est vraiment d'aller chercher chez les utilisateurs leur connaissance, leur expertise, leurs préférences. Oui. En terminant, Maryse Bonenfant, j'aimerais ça qu'on donne le moyen de vous joindre parce qu'il y a moyen de donner des dons, de vous aider ou en tout cas d'aller connaître ce que vous faites. Comment on peut, par quel site web, par exemple, on peut aller voir? Notre site web, c'est myeline.solution, donc MYELIN.solution au pluriel. On est aussi disponible sur Facebook, LinkedIn, Twitter et... Donc, en cherchant ça, Myeline, sur Twitter ou sur Facebook, on va vous trouver finalement. En fait, Myeline IA Santé Mentale devrait nous trouver facilement. OK. Donc, en rentrant MYELIN et Santé Mentale, IA Santé Mentale, ça devrait marcher. Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est super intéressant. Il faudrait revenir nous revoir dans quelques temps
quelques années ou dans quelques mois. Tout dépend de l'évolution. Ce serait intéressant de suivre le dossier. Avec plaisir. Vraiment merci de m'avoir reçu. Ça nous fait plaisir. Puis on va suivre ça certainement. Merci beaucoup. Merci. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. Le 514-990-9604. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, un nouveau sujet que tu nous amènes, toujours intéressant, les sujets que tu nous amènes, le gène criminel. Oui, c'est un sujet dont je n'avais jamais encore parlé, je pense. Oui, en effet, on a trouvé, ce sont des chercheurs finlandais qui ont réussi à identifier un gène qui pourrait porter à la violence. Et je vais vous lire deux articles ce matin que j'ai trouvés sur Internet. C'est une hypothèse, en fait, qu'on dirait qu'il y aurait peut-être des gènes qui prédisposeraient des gens à être... Oui. Ben, en fait, on semble certain de les avoir identifiés, mais ce qui reste à savoir, c'est est-ce que ça pousse vraiment quelqu'un à la violence ou est-ce que c'est seulement qu'une prédisposition, comme l'alcoolisme, en fait? OK. Parce que ça pourrait avoir des problèmes éthiques comme vouloir éliminer les enfants qu'on pourrait considérer comme des criminels futurs. Exactement. On est rendu à l'époque de Blade Runner. Plusieurs de tes sujets, c'est souvent ça, c'est le côté éthique qui fait poser des questions. Oui, à mesure que la science avance. Ouais. Un premier article qui s'appelle « Le psychopathe en moi », un article de Julien Morel, qui est psychologue en milieu carcéral, en collaboration avec M. Serge Bornstein, qui est neuropsychiatre spécialisé en criminologie à Paris. Et ça vient du site français atlantico.fr. Donc, l'incroyable témoignage d'un neuroscientifique qui ne s'était jamais rendu compte qu'il souffrait de ce trouble de la personnalité. Cet homme, père de famille et expert en psychopathie, a récemment appris au regard du scanner de son propre cerveau qu'il correspondait en tout point au criminel qu'il étudiait. Ces investigations nous interrogent sur ce que sont ces psychopathes non violents, entre guillemets. James Fallon, qui est un chercheur en neurosciences américain, a récemment fait état d'une anecdote intéressante. Spécialiste des personnalités schizophrènes et borderline, il décida un jour de comparer les scanners cérébraux des membres de sa propre famille avec ceux des sujets qu'il étudiait. Et il fut stupéfait de constater que l'un d'eux correspondait parfaitement au cerveau type des malades qu'il étudiait. Après avoir vérifié qu'une erreur n'était pas à la source de l'incroyable correspondance, il apprit finalement que le cerveau psychopathe était, tenez-vous bien, le sien. Étant un homme sans histoire, marié et père heureux, il se demanda alors s'il n'existait pas une catégorie de psychopathes sympas. À quel point cette découverte repousse-t-elle la définition que l'on a aujourd'hui de la psychopathie? Là, on parle beaucoup de psychopathes. On parle pas de gens qui sont membres de gangs de rue ou de criminels d'habitude ou qui viennent de milieux pauvres, là. Non, en fait, c'est n'importe qui va porter ce gène. Donc, ça peut être des criminels ou des hommes violents qui sont passés aux actes et d'autres qui ne sont pas encore portés aux actes. Donc, ça vient de partout. Parce qu'un psychopathe, c'est quelqu'un qui a pas de remords, qui va tuer pour le plaisir. Oui. Ça vient c'est différent que, je sais pas, moi, un membre d'un gang de rue ou d'un groupe de motards. Pour moi, c'est pas le même type de criminel. En fait, pour moi, c'est pas, il y a quelque chose de différent. Le psychopathe, c'est le pire, dans le sens que... Oui. Mais il fait pas nécessairement partie d'une gang, par exemple. Non, puis c'est pas économique, ces crimes. Alors, Julien Morel nous dit communément, nous définissons dans notre société actuelle un psychopathe comme étant une personne présentant une tendance à agir de façon hors norme. C'est par ailleurs pour cette raison que l'on associe souvent la psychopathie à la criminalité. La norme sociale définit ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Une limite que le psychopathe transgresse allègrement et sans culpabilité. Néanmoins, au-delà du respect de la norme et de la loi, le psychopathe se caractérise surtout par une tendance manifeste à l'agir impulsif. Ainsi, son comportement ne sera aucunement réfléchi, mais dicté par sa pulsion. Cette étude ne remet donc pas en cause la notion de psychopathie, mais met en lumière l'ensemble des facteurs qui pousse certaines personnes à agir comme un psychopathe. Oui. Monsieur Serge Bornstein
nous dit, dans le cadre de la psychiatrie légale moderne, ce que l'on appelle en anglais la forensic psychiatry, on ne parle plus de psychopathe, mais de la conduite psychopathique, laquelle concerne une grande partie de la population carcérale. La notion de personnalité antisociale est également dépassée et doit être démantelée en tenant compte de la structure mentale de l'individu et des facteurs sociologiques externes qui ont pu interférer, comme par exemple l'abandon, l'initiation criminelle précoce, etc. Oui, les conditions socio-économiques. Aussi. À présent, M. Bornstein continue, et il nous dit qu'il faut évoquer la problématique des névroses et des psychoses de caractère, les états limites, borderline, et les aspects caractériels, pseudo-psychopathiques, pseudo-paranoïaques de la schizophrénie, dont ils constituent des formes cliniques redoutables sur le plan criminel. Pour ce qui résulte en des coups et blessures, des agressions sexuelles, des sévices à des enfants, des vols, des hold-up et du terrorisme. Ces individus au parcours tumultueux sont incapables de vivre un plan conforme à leurs véritables intérêts et à ceux de la société. Ils terminent parfois leur vie tragiquement, les armes à la main, ce qui peut correspondre à un suicide agressif. En investiguant encore plus, il découvrit qu'il possédait un allèle dans ses chromosomes à haut potentiel de violence. Celui-ci serait à l'origine du développement d'une zone cérébrale très peu sollicitée pour les psychopathes de fait, mais pas pour les personnes évoluant dans un cadre familial et social heureux. Comment, malgré son cerveau de psychopathe, James Fallon a-t-il pu devenir un homme sans histoire? Julien Morel nous dit « L'auteur s'est progressivement rendu compte qu'avoir un allèle à haut potentiel de violence ne déterminait pas la tendance d'un sujet de passer à l'acte. Il va ainsi invoquer le poids de l'enfance pouvant faciliter l'émergence d'un comportement psychopathique. » Alors, je vais m'arrêter ici et on va poursuivre un peu plus tard sur le même sujet. Oui, absolument. Dans le deuxième bloc à l'Espresso allongé. Merci beaucoup. Un beau sujet, le gène criminel. Merci, Chelin. Merci. Merci, Pierre. À venir dans l'émission Folie douce, notre invité est Martin Binette qui nous présente son initiative Entre les deux oreilles. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet le gène criminel. Vous entendrez aussi en chanson Ça dépend des saisons de Laura Cahin et Puzzle de Barcella. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. J'ai le plaisir d'accueillir Martin Binette. Bonjour Martin. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Folie douce. Merci beaucoup. Et on va parler ensemble de beaucoup de choses, dont le site que tu as créé. C'est vraiment ta création à toi, Entre les deux oreilles. Donc, un site Internet. Je sais que tu es très présent aussi sur les médias sociaux. Tu es un des visages de la santé mentale, d'ailleurs. Donc, Comment tu peux nous expliquer ton histoire pour qu'on comprenne pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Donc, pourquoi tu t'intéresses à la cause de la santé mentale?
Oui, c'est une très bonne question. En fait, j'ai commencé le projet Entre les deux oreilles en 2014. Ouais. Mais si on remonte dans le temps, ça fait depuis 1994. Okay. En fait, j'ai fait ma première crise de panique en 1994. Okay. Si on remonte dans le temps, j'avais 20 ans. J'ai fait une crise de panique et ça a été mon premier épisode avec la maladie mentale. Au fil des années, j'ai eu la chance par la suite d'être diagnostiqué, parce que je dis la chance parce que ça a pris plusieurs années d'avoir un psychiatre. Ouais. Un psychiatre me diagnostiquait avec un trouble de l'humeur, avec un trouble d'anxiété généralisée également. Donc, j'ai eu des épisodes plus difficiles dans ma vie, dont en 2014. Okay. En 2014, durant l'été, j'avais un épisode, en fait, je faisais un épisode de décompensation, de dépression. Ouais. J'étais à la maison, j'étais en arrêt de travail pour un bon 3 mois. Et il y a un événement qui est survenu. Je pense que tout le monde se souvient peut-être de cet événement-là. C'est le décès de Robin Williams. Oui. Et ça a été un élément très, très marquant dans ma vie. Il y a peu de gens qui connaissaient ma situation. Mon frère ne savait pas que je prenais de la médication depuis plusieurs années. Quelques personnes vraiment de confiance savaient que je vivais avec la maladie mentale. J'avais toujours l'espèce de visage souriant, Martin qui est toujours le joker de la place. Ouais. Et en 2014, quand j'ai fait mon épisode de dépression, vers la fin de cet épisode-là, ben, j'ai appris que Robin Williams s'est enlevé la vie. Et ça m'a marqué énormément parce que, premièrement, l'acteur que j'appréciais, probablement l'artiste que j'appréciais le plus, ses films m'ont marqué, mais aussi l'humain. Je trouvais que c'est quelqu'un qui dégageait la bonhomie, il dégageait il avait un sens de l'humour absolument incroyable, une répartie fantastique, et c'était une idole. C'était carrément une idole, comme certains vont aimer Guy Lafleur ou Carey Price. Moi, Robin Williams, c'est vraiment une idole pour moi. Et là, quand j'ai appris son décès, en fait, il s'est enlevé la vie, c'est tragique. En même temps, je vivais des moments difficiles. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, évidemment, les réseaux sociaux, étant ce qu'ils sont, j'ai décidé de raconter mon histoire. J'ai simplement dit aux gens sur les réseaux sociaux, moi, ça fait depuis 1994 que j'ai une maladie mentale. Oui, j'ai songé au suicide à quelques reprises. J'ai des moments difficiles, dont en ce moment. Mais il y a de l'espoir. Puis j'ai raconté un peu mon histoire. Et là, ça a été absolument... La réponse a été phénoménale, mais en même temps un peu troublante. Parce que là, je m'ouvrais. J'ai eu des gens de ma famille, entre autres mon frère, qui découvrait, là. Qui découvrait. Ouais. Ils m'ont appelé, ça va-tu? Je viens de lire, je savais pas ça. J'ai d'autres gens de ma famille un peu plus éloignés qui m'envoyaient des messages. Hey, moi aussi, je prends de la médication pour un trouble d'anxiété depuis quelques années. Et là, les gens ont commencé à communiquer avec moi, à s'ouvrir. Et là, j'ai constaté que en faisant cette ouverture-là, en faisant ce témoignage-là, tout d'un coup, j'avais une vague de sympathie. C'était intéressant, mais aussi que j'avais des témoignages de gens qui disaient « Hey, si Martin a pu en parler ouvertement, puis il s'est pas gêné, moi aussi, je vais le faire. Et l'idée a mûri parce que là, je me suis rétabli, je suis retourné au travail, et là, à l'automne, à peu près vers septembre-octobre, j'ai commencé à penser « Hey, je pourrais peut-être me lancer. » J'aime beaucoup l'écriture, donc je dis « Je pourrais peut-être me lancer à faire un petit blog personnel. » Donc, en novembre 2014, j'ai bâti mon site Entre les deux oreilles. J'ai ouvert mes plateformes sur Facebook, sur Twitter, Instagram. Et je me suis lancé. J'avais à peu près 30 followers, comme on dit au départ. Et en janvier, la journée de Belle Cause, la campagne Belle Cause, en 2015, parce que là, on est au tournant de l'année. Là, j'ai écrit un texte à peu près 1400 mots, où est-ce que je racontais vraiment mon histoire. 94, tous les différents éléments qui sont survenus dans ma vie. Un vrai témoignage. Là, j'ai vraiment raconté. Et ça a été le début de l'aventure, parce que ça a été mon premier texte. Et c'est là que tu avais il y avait de l'interaction, les gens intervenaient, ils te posaient des questions, peut-être? Ça a été le moment tournant, parce que j'ai senti que là, même au travail, les gens me regardaient différemment. J'avais peur d'une certaine façon, mais j'ai décidé quand même de me lancer. J'avais peur de la réaction des gens, mais la réaction a été depuis 3 ans à 99,9%
que du Très positif de cette sortie, je vais l'appeler comme ça, là, ce témoignage-là. Je le regrette tellement pas, puis d'ailleurs, ça le grossit. Il y a tellement de belles choses qui m'est arrivé depuis 2014 que je regrette absolument pas. Ça a changé ma vie et ça a changé ma perspective par rapport à ma propre condition également. Ouais. Ça m'a changé complètement. Ça a été un jalon dans ma vie. Là. Ça a changé le cours des choses. Ouais, qu'est-ce qui t'a poussé au départ? Est-ce que de base, tu es quelqu'un qui s'extériorise beaucoup? Oui. Est-ce que qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que c'est pas toujours évident. On dit souvent, c'est un peu de le dire et de l'accepter. En fait, c'est ça, c'est le début du rétablissement. Mais c'est en plein ça. De 1994 à 2014, on parle d'une période de 20 ans. Il manquait un élément dans mon rétablissement. Mm-hmm. C'était l'acceptation. J'ai cherché pendant de nombreuses années ce que j'appelle la pilule miracle. J'ai tout essayé, les traitements possibles, du yoga, de la méditation, qui sont bons en soi, mais quand je voyais que ça ne marchait pas, j'abandonnais. Je cherchais tellement ce que j'appelle le remède miracle. Ouais. Même, à un certain moment, même quand j'avais mon médecin psychiatre, puisque je souffre d'un trouble de l'humeur, avec des fluctuations d'humeur, quand ça allait super bien, pas besoin de voir mon médecin, j'arrêtais ma médication. Ce qui arrivait, bang, je recrachais. Là, j'allais voir mon médecin, puis là, ça va pas bien, on recommençait le traitement. Et après quelques fois, mon médecin, il m'a carrément dit, Martin, je suis désolé, mais tu n'es plus mon patient. Ça m'a frappé. Je dis, non, je ne peux pas me faire ça. Écoute, Martin, moi, je suis là pour t'aider, je suis là pour te... Et tu dois... Comme un diabétique doit prendre de l'insuline, tu dois prendre une médication de façon régulière. C'est comme ça. Ta constitution est faite comme ça. Mais je n'arrivais pas à l'accepter. Et en 2014, avec tous ces éléments-là, un autre épisode de décompensation, ce qui est arrivé, c'est là. Il y a eu un clic, l'événement de Robin Williams. J'ai dit, là, je vais non seulement faire le témoignage, mais je vais accepter le fait que ça fait partie de moi. Ça ne me définit pas en tout. Non. C'est pas moi. Mais ça fait partie de moi. Je vais organiser ma vie pour que ça soit optimal, mais ça ne me définit pas. Et que ça soit oui, et que ça soit positif. Dans le fond, comment prendre quelque chose qui est supposément négatif, qui est un peu envahissant, et le transformer en quelque chose qui va être bénéfique pour toi et pour les autres. Oui. Et comme cet élément positif, comme je disais tantôt, 99,9% des retours que j'ai eus, les billets que j'ai écrits, les réponses, les gens qui m'ont écrit, ce n'est que du positif. Donc, il y avait comme une espèce de réverbération où est-ce que moi, je me sentais bien en témoignant et les gens qui me racontaient leur histoire ou les gens qui m'envoyaient un texte pour être publié sur mon site ou qui me disaient « Hey, merci beaucoup, Martin. Moi, je ne suis pas encore rendu là, mais je te suis puis j'aime beaucoup ce que tu fais. » Bien, il y avait cet élément-là où est-ce que tu parlais de donnant-donnant, là, c'est ça, là, où est-ce que, wow, je me sens bien là-dedans. Il y a du positif malgré cet élément-là qu'on pourrait considérer négatif en ayant une maladie que je vais appeler chronique, permanente, qui fait partie de mon métabolisme, mais de le revirer d'une façon positive, ça a été un gros changement dans ma vie. Et des fois, il n'y a rien qui arrive pour rien. Là. C'est un cliché, mais c'est vrai. Là. Puis des fois, on dit, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Peut-être que c'est ça ta vie. Puis je veux dire, il y a moyen de faire quelque chose de très bien pour toi et pour les autres. C'est un peu ça aussi. Là. Quand j'ai lancé ce projet-là, je me lançais un peu dans l'inconnu. Au fil des mois qui ont passé, avec tout ce qui est arrivé, avec la nomination cette année du fait que je suis l'un des 5 visages de la campagne canadienne de l'Alliance canadienne de la santé mentale, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont survenues. Mais je me suis rendu compte que maintenant, ça, c'était une mission de vie. Ça faisait partie. D'autres vont être portés à faire du bénévolat parce qu'ils se sentent vraiment bien, ils ont besoin de redonner. Moi, c'est de la façon que je me sens bien. De parler de santé mentale, de discuter comme on fait en ce moment, c'est là où est-ce que je me sens vivant. Ouais. Et pour moi, je ne vois que du positif par rapport à ça. Martin, le site Entre les deux oreilles, donc on retrouve beaucoup de comme tu disais tantôt, soit de l'écriture de ta part, des témoignages de d'autres personnes. Comment tu te définis finalement? C'est un site que toi-même tu as mis en place, puis qui est très dynamique, tu es très présent là, un peu partout, Twitter et tout. Ouais. Là. Donc comment tu te définis ton site? Moi, je le définis comme étant un outil de déstigmatisation
de tout ce qui entoure la maladie mentale. Moi, j'ai ouvert ma plateforme aux gens pour permettre... Parce que moi, quand j'ai fait mon témoignage, j'ai eu beaucoup de positifs, ça me fait du bien. J'offre cette opportunité-là aux gens de pouvoir exprimer comment ils se sentent par rapport à leur maladie mentale. Ou ça peut être, par exemple, un conjoint qui parle de la maladie mentale d'un proche ou d'un père aidant, ou quelqu'un qui travaille dans le milieu. Et je le définis de cette façon-là. C'est un outil qui parle de santé mentale, qui lutte beaucoup pour essayer de faire tomber tous ces préjugés-là envers la maladie mentale, tous ces tabous qui entourent la maladie mentale. C'est l'objectif principal. L'objectif, c'est d'en parler. C'est d'essayer de mettre le focus sur cet élément-là qui est la grande bulle de la santé mentale. C'est l'objectif principal, faire tomber tout ce qui est préjugé et stigma autour de la maladie mentale. On parlait tantôt d'un long processus de plus de 20 ans, en fait, en termes de... Si on se projette dans l'avenir, est-ce que tu as déjà réfléchi, tu te vois comment? D'abord, est-ce que tu t'es retourné dans le même type de travail que tu faisais avant? C'est un autre... Curieusement, oui. Oui. C'est un domaine stressant ou c'est un domaine... C'est un domaine stressant. En fait, mon domaine où est-ce que je gagne ma croûte, je vais l'appeler comme ça, c'est un domaine... moi, je suis consultant en assurance collective, donc pour une boîte de consultation ici à Montréal. C'est quand même assez stressant. Donc, ça me fait sortir... Je le vois de cette façon-là maintenant parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Ouais. Je suis exposé à des situations stressantes, anxiogènes. Et de cette façon-là, ça me permet de me sortir de ma zone de confort. Puis c'est là que je vais trouver parfois des... j'appellerais ça mes petits moments de bonheur. Où est-ce que, oui, j'ai eu un stress, mais j'ai foncé, je l'ai fait, j'ai réussi. Et ça me rapporte beaucoup. Fait que, oui, effectivement, c'est mon métier, mais dans 20 ans, je me vois continuer à faire ça. Là, j'ai une conférence que je donne, en fait, j'en ai 2 prochainement, de faire des conférences en entreprise, de continuer à écrire. Je suis collaborateur également pour le Huffington Post pour la santé mentale, de continuer à mettre des billets sur mon site. Ça, c'est sûr et certain que je vois... C'est sûr que dans 20 ans, la santé mentale va probablement être plus... moins tabou, peut-être? Moins tabou, exactement. J'espère, mais peut-être pas. Je pense que c'est clair que ça va l'être moins, parce que si on recule il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, en 94, quand j'ai eu mon premier épisode, on a fait des pas de géant. Exactement. Alors, je pense, dans 20 ans, c'est un peu difficile de savoir comment ça va être dans 20 ans, mais je vois pas de raison pourquoi qu'on ne pourrait pas en faire un sujet qui soit général et qui soit facile d'en parler. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais on a quand même fait des pas. Là. Il y a des belles améliorations. En terminant, Martin, l'adresse du site web, les gens qui veulent, je pense qu'ils peuvent te joindre là, absolument. Tout est là. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est entre les 2 oreilles, en un seul mot, .com. D'accord, mais merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était vraiment intéressant de te connaître, d'apprendre à mieux justement te connaître. Puis ça serait intéressant de te suivre aussi dans toutes les actions que tu fais partout sur les médias et tout. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, c'est très gentil. À la prochaine. Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous voici maintenant rendus à l'Espresso allongé. Alors, Pierre Laporte, toujours ici, ainsi que Ghislain Malo. Oui. Pierre, on a amorcé, t'as amorcé ton sujet plus tôt dans l'émission, le gène criminel, où tu nous parlais que, bon, il y a des illuminés qui ont décidé de faire une étude, ou je sais pas, mais il se passe beaucoup d'études comme ça sur les gènes. Oui. Ça fait longtemps qu'ils essaient de trouver le gène du tueur en série. On l'a. Ouais. Je t'ai pas de dire, on l'a peut-être trouvé, mais j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Puis on ne sait pas si c'est seulement le gène non plus. C'est peut-être un facteur de plusieurs choses. Oui. Alors, je vais vous lire un autre article, ou en tout cas quelques passages qui parlent de ce sujet. C'est encore sur le site atlantico.fr. Et l'article s'intitule « Né criminel, comment vivre dans un monde où il serait prouvé qu'un gène de la violence et du meurtre existe véritablement. » Des généticiens finlandais ont identifié 2 gènes associés à la violence criminelle, comme je disais un peu plus tôt. Si l'on parvenait effectivement à prouver l'existence d'un tel gène, la société aurait 2 façons de l'interpréter. C'est marqué « Bienvenue dans Minority Report », le film de Steven Spielberg. En français, c'était quoi? C'est rapport minoritaire. Oui, je pense que oui. Oui. En tout cas, c'est un article écrit par Mme Carole Dieterich.
Dietrich. Comme l'actrice. Oui. Oui. Alors, elle est journaliste. Elle nous dit une étude portant sur des personnes ayant commis des crimes en Finlande a révélé l'existence de 2 gènes associés à la violence criminelle. Qu'est-ce que l'identification de ces gènes pourrait changer dans notre rapport à la prévention de la délinquance? Monsieur Pierre Roubertou nous dit il n'y a pas, ce monsieur est chercheur et généticien français, il nous dit il n'y a pas à proprement parler de gènes de la violence. Il pourrait en revanche exister des gènes de prédisposition à la violence, des gènes qui, dans certaines conditions d'environnement, pourraient porter à des actes violents, à l'instar des gènes de prédisposition à l'alcoolisme, par exemple. Ouais. Il nous dit, imaginez que vous portiez ce gène et que vous êtes enfant de vigneron, vous aurez toutes les chances de le voir s'exprimer. En revanche, enfant d'un cordonnier saoudien, vous ne boiriez jamais d'alcool. Le gène de prédisposition à la violence s'exprimera ou non, lui aussi en fonction de l'environnement. C'est quand même particulier, c'est avec les criminels finlandais, ils n'ont pas été dans des pays qui ont tendance à avoir beaucoup de violence, comme les États-Unis ou le Mexique, qui sont reconnus pour son taux de meurtre et violence. Eux autres, ils voient ça surtout comme la génétique, donc tout le monde peut porter ce gène. Monsieur Roubertou poursuit en disant « Lorsque j'avais étudié les comportements agressifs chez les souris de Nouvelle-Zélande, j'en étais parvenu à la conclusion que l'agression ne se fait que dans certaines situations et à l'encontre de certains individus. On ne peut donc pas prédire de l'agressivité d'un individu simplement en fonction d'un gène. Mais à quelle dérive concrète cela peut-il donner lieu en termes de dépistage des criminels? Ces gènes, nous les connaissons. Ils jouent sur le système hormonal et sur les neurotransmetteurs. M. René N., professeur de neurosciences à l'Université de Columbia, nous dit, il avait montré qu'en détruisant un récepteur à sérotonine, la souris pouvait devenir agressive. Cela signifie donc que l'agression est consécutive au dysfonctionnement d'un gène. Finalement, que l'agression est une maladie. C'est un peu la base de la recherche qu'ils faisaient dans Orange Mécanique, le film. Moi aussi, ça m'a rappelé ce film-là. C'est tout un film, ça, d'ailleurs. Un film marquant. Hein. Oui, qui vient malheureusement d'une expérience personnelle d'Anthony Burgess. Sa femme a été assassinée par des déserteurs. Et c'est encore... comment je pourrais dire, d'époque, ce film-là. Oui, absolument. Ça date des années... Oui, dans les années 70. Oui, 70. Alors, M. René N. poursuit en disant « On peut donc en conclure qu'il vaut mieux prendre des précautions vis-à-vis de ces personnes. Il ne faut pas les faire boire, ne pas les taquiner et ainsi de suite. Si le gène de l'agression existe, tant que nous avons affaire à des gouvernements raisonnables, nous ne risquons rien. Dans le système actuel, nous sommes protégés car le dépistage ne peut se faire que par décision de justice. Mais dans d'autres circonstances, des gouvernements extrémistes pourraient incriminer ou disculper un individu. De la même manière que l'on pourrait s'en servir pour prouver la culpabilité d'une personne, on pourrait également s'en servir pour disculper quelqu'un avec cette pathologie. Il y a quelques années, un avocat aux États-Unis a d'ailleurs plaidé qu'un détenu qui avait commis un crime portait un gène de l'agression. Et grâce à cela, l'homme en question avait été acquitté. Le code génétique ne peut donc pas à lui seul expliquer le comportement des individus. Mais quel autre facteur entre en ligne de compte? Ben, on vient toujours à la même chose, c'est le contexte. Oui, c'est la classe sociale, son quartier, oui. La ville qu'il est né aussi. Là. Oui. Il y aurait aussi une autre tendance éthique, c'est de transformer ces gens-là en tireurs d'élite. Peut-être. Transformer leur violence, mais qui n'est pas, je ne sais pas si c'est sain non plus. Pour aider la force policière. Et militaire. Oui, mais regarde bien. Je saute un peu plus loin. Quels sont les risques que cela soulève? Quel garde-fou peut-on mettre en place? Le garde-fou, par excellence, c'est la connaissance scientifique qui peut déterminer un certain nombre de préjugés dans ce domaine comme d'autres. Il faut montrer que nous sommes agressifs dans certaines situations, mais pas dans toutes. Et une personne agressive aujourd'hui peut être un modèle de patience demain. La proportion à commettre des actes agressif n'est pas une perversion, c'est une pathologie et ça se soigne. Et si nous sommes prévenants avec des personnes en fauteuil roulant, il faut également faire preuve de compréhension envers les gens qui sont
agressif. Alors, je m'arrête ici. Le titre de l'article, c'est « Né criminel. Comment vivre dans un monde où il serait prouvé qu'un gène de la violence et du meurtre existe véritablement. » Il y a plein d'articles aussi sur ce qu'on appelle le gène de la violence. Bien, merci beaucoup, Pierre. Un excellent sujet encore une fois. Merci, Ghislain, également pour ta participation. Le gène criminel, la folie douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Pour terminer ce rendez-vous de Folie douce, on y va avec la nomenclature des chansons. Ghislain Malo, on a écouté en début d'émission Tentation de King Monroe. On a écouté chapitre 3 de Carrie Moillette. Dans la deuxième demi de l'émission, on a pu entendre Ça dépend des saisons de Laura Caille. Et à l'instant, Puzzle de Barcelette. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. À toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Merci également pour tes blocs Espresso et Allongé où tu nous as parlé du gène criminel. Je remercie notre invité en début d'émission, Maryse Bonenfant, qui nous a parlé du programme Myéline, un programme qui est pas mal intéressant. On va certainement y revenir dans quelques temps. Là. Il y a des choses à suivre à ce niveau-là. Notre invité en début de deuxième demi, Martin Binette, nous a parlé de son initiative Entre les deux oreilles. Alors tout ça dans le menu de Folie douce. Cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. do do do